Salut Henri, Salut Valentin, ça va? ça va très bien, merci et toi? Ouais, au top. Merci d'être ici à Cube3 pour échanger avec les projets, pour voir un peu l'écosystème francophone, pour voir les projets qu'on va accompagner ensemble, on en parlera tout à l'heure, des projets qu'on va accompagner avec Starknet et tes équipes. Je suis très content que tu sois là. Très content d'échanger avec toi parce que tu es un OG de l'écosystème et tu l'as vu beaucoup grandir et passer à plein de stades. Donc, on va pouvoir explorer tout ça ensemble durant ces petites vingtaines de minutes. Et donc, à la fin, on parlera un peu des projets qu'on accompagne en commun et pourquoi ces thématiques t'ont parlé plus que les autres. On l'a vu, je l'ai dit, tu l'as dit en intro, tu travailles chez Starknet, Henri. Je Je vais travaille à la fondation Starknet. Tu travailles à la fondation Starknet et c'est très important effectivement de spécifier ça et tu vas nous dire la différence entre les deux. Mais je me fais souvent avoir. Hem, Starknet, c'est le layer 2 avec lequel on travaille sur, Q3, le seul. Les autres, ce sont des layer 1. Donc j'ai 2 questions pour toi. C'est quoi un L2 et c'est quoi Starknet? Cool. Alors, qu'est-ce que c'est un layer 2? C'est un réseau blockchain qui fonctionne comme un layer 1, sauf que l'ensemble des actions qui se passent sur le layer 2 sont à un moment vérifiées et authentifiées par le layer 1 sur un smart contract. Et en fait, ça te permet d'avoir une structure de réseau qui est un peu différente et qui te permet de faire plus de transactions moins cher et plus facilement pour les utilisateurs avec un degré de sécurité qui est à peu près similaire. OK, et du coup, Starknet, c'est son job. Qu'est-ce que fait Starknet et pourquoi, Ouais, Starknet est différent des autres L2? du coup, Starknet, c'est une, layer 2 comme, je viens d'expliquer. Donc c'est un réseau blockchain. OK, Il y a des blocs, il y a des transactions, il y a des smart contracts, il y a des applications. La différence, c'est que, régulièrement, elle a un lien avec, Ethereum et que du coup, en fait, depuis Starknet, tu peux bouger des actifs sur Ethereum. Tu peux te servir d'Ethereum depuis Starknet. OK, Et qu'est-ce qu'elle fait différent des autres, layer 2? Et ben, en fait, Starknet a vocation à être la layer 2 la plus performante et la moins chère à utiliser, et elle est un petit peu différente des autres parce qu'elle est un petit peu plus difficile à utiliser pour les développeurs, mais un peu plus facile à utiliser pour les utilisateurs. OK, très clair, et alors justement, toi, tu as vu cet écosystème, vachement évoluer en 10 ans. Parce que ça fait 10 ans que tu es dans cet écosystème, donc tu fais partie des OG. Tu as vu, la mouvance très Bitcoin, puis tu as vu Ethereum arriver, puis tu as vu, les Layer 2 justement. Tu as vu la finance décentralisée, tu as vu tout ce qui se passe depuis 10 ans. Je n'ai pas cette chance d'être là depuis 10 ans, donc je suis toujours très inspiré de discuter, parce que plus on a de recul dans cet écosystème, plus on en comprend ses enjeux et ses usages. Qu'est-ce qui a le plus évolué ces 10 dernières années pour toi? Une chose, dans l'écosystème, Web3 qu'on n'appelait pas du tout Web3 à l'époque d'ailleurs, il y avait limite que Bitcoin. Je pense que, au fur et à mesure des années, on a vu, de plus en plus d'expérimentation, en fait. On a vu de plus en plus de gens qui essayaient de construire des trucs qui étaient, différents de ce qui se faisait avant, et du coup, ça part de plus en plus dans tous les sens. Mais c'est trop bien parce que la blockchain, c'est un substrat qui est hyper riche, qu'on comprend tous, mais que personne ne comprend, et en fait, du coup, bah, tu as de plus en plus de gens qui s'y intéressent Ouais. et qui repoussent, ce qui est faisable, et tu as de plus en plus d'imagination, c'est super cool. Et tu disais, des choses qu'on comprend et qu'on comprend pas. Je comprends pas, enfin, je comprends très bien, mais je fais souvent l'erreur fondation blockchain et blockchain, donc je travaille à la fondation Starknet. C'est quoi la différence? C'est quoi le rôle de la fondation par rapport à la blockchain Starknet? Ouais, t'inquiète. Bah, t'as déjà vu des gens avec, tu sais, ce t-shirt, «My mom thinks I work at Bitcoin»? Ouais, Ouais, bah, c'est là pareil, tu vois? Genre, tu peux pas travailler at Starknet. Starknet, c'est un réseau qui a vocation à être décentralisé, tu peux pas travailler chez Starknet. Par contre, tu as des entités qui, font des trucs sur le réseau et qui, bon, tu as des gens qui vont développer des applications, avec lesquelles tu vas pouvoir interagir. Tu as une entité qui s'appelle Starkware, qui est l'entreprise qui fait du logiciel, qui permet de faire tourner, Starknet, puis c'est pas la seule, il y en a d'autres. Et puis tu as la fondation Starknet qui, elle, est une entité qui vise à promouvoir, l'utilisation du réseau, à promouvoir enfin l'utilisation du réseau autant par les utilisateurs que par les porteurs de projets. OK. Voilà. Et justement, tu disais tout à l'heure les enjeux des Layer 2 et particulièrement de Starknet, c'est-à-dire de rendre Ethereum entre guillemets ou ses applications et ses applicatifs plus, scalables, en tout cas moins chers. Comment justement tu vois cette affinité avec Ethereum? On sait que vous êtes l'écosystème sur lequel il se passe énormément de choses et les applications qu'on avait l'habitude d'utiliser sur Ethereum, on est en train de plus en plus de pouvoir les utiliser chez vous avec,
quelques centimes au lieu de quelques euros, voire quelques centaines d'euros quand ça part trop en vrille sur Ethereum. Cette dualité-là, ce rapport avec, les applications et cette, vision écosystémique, vous la voyez comment? C'est-à-dire qu'Ethereum continuera d'exister évidemment avec Starknet, et son écosystème de l'autre côté, il y aura des bridges, c'est comment tu vois tout ça? Alors, moi, je voudrais préfacer ma réponse avec le fait que, tu vois, tu disais, ça fait longtemps que je suis dans l'écosystème blockchain. Ouais, Moi, ça, ce genre de truc, c'est ça que je trouve passionnant, en fait. C'est que c'est très difficile de prédire ce que vont être les L2, la relation qu'elles vont avoir avec la L1. C'est très difficile de prédire combien il y en aura, comment ça va. Tu vois, genre, qui restera et tout, ouais. il y a un univers des possibles qui est passionnant Ouais, et on a la chance, en bossant dans cette industrie, il n'y a pas besoin d'être là depuis hyper longtemps pour trouver ça fascinant et y prendre du plaisir. De se dire, genre, le champ des possibles et ce qui va se enfin, en fait, on sait pas, c'est ça qui est cool. Moi, ce que je pense, c'est que, j'aime bien faire la comparaison quand je parle d'une L2, c'est un peu une tangente, mais, heu, quand tu, quand tu travailles ici à Cube 3, tu as un contrat de travail entre toi et l'entité qui t'emploie, tu vois? Et vous allez tous les 2 respecter votre côté du deal. ouais. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, si jamais vous le respectez pas, à un moment, vous pouvez aller voir une cour de justice qui est assez puissante et qui peut dire: «Non, c'est lui qui a raison» et cette cour de justice peut régler le problème, tu vois? Mais en fait, cette structure du fait de pouvoir faire des contrats qui sont rattachés à une structure de justice, ça vous permet, vous 2 de bénéficier ici de la puissance de la structure de justice sans pour autant demander de l'accès et du temps à cette structure de justice aujourd'hui. Et de la En bande fait, passante, ouais, OK. les layer 2, en fait, c'est ça, tu vois? OK. Ça permet à des parties d'interagir les unes avec les autres en ayant, si besoin, recours à une structure centrale, enfin pas centrale pour le coup, mais une structure, au-dessus, qui a un potentiel de régler de la justice qui est super fort, qui est Ethereum en l'occurrence. Donc les Layer 2 ont besoin d'Ethereum. Moi je pense qu'aujourd'hui les Layer 2 ne peuvent pas, enfin elles dérivent leur sécurité d'Ethereum en fait. Donc enfin, je pense que c'est des entités qui vont vivre en, en symbiose. Je pense qu'il y aura un moment où aujourd'hui les L2 elles sont toutes petites à côté d'Ethereum, mais qu'il y aura un moment où les L2 vont devoir se préoccuper de comment est-ce que la L1 elle est maintenue, comment est-ce que la L1 elle est entretenue et peut-être y allouer des fonds, Mmh. peut-être y mettre du temps homme pour le développer. Donc ça va être des relations d'entités qui ne sont pas des entités nationales, qui sont des entités entièrement numériques, mais qui sont à la fois faites d'humains qui interagissent avec les uns avec les autres. Ça va être super intéressant à voir. C'est très intéressant ce que tu dis là et justement si je pousse un tout petit peu plus loin la réflexion, quand tu as, du temps libre pour te promener sur des trucs blockchain qui te font marrer aujourd'hui, où est-ce que tu passes ton temps? Est-ce que c'est dans les RWA? Est-ce que c'est, dans la tokenisation? Est-ce que c'est dans la finance décentralisée? Quels sont les cas d'usage où toi, Henri, en ce moment, tu te dis: «OK, là, j'ai envie de creuser, de deep et de passer une nuit blanche dessus»? Et ben, tu vois, j'ai déjà, ces trucs-là, je trouve qu'il y a moi, ce qui me passionne, c'est de parler avec des gens qui sont passionnés, en fait. Et du coup, tu as plein de sujets sur lesquels il y a des gens qui sont passionnés et je trouve ça toujours intéressant de suivre les gens dans leur rabbit hole. Le dernier que je trouve qui est vraiment intéressant, c'est tout ce qui se passe autour des mondes autonomes. Je sais pas si tu as entendu parler si tu entendu le terme déjà? Oui, En anglais, tu as l'acronyme Fully On-Chain Game, FOCG. ça j'ai pas entendu mais OK. Et ben, si tu vois ce truc-là, ils utilisent cet acronyme, parfois c'est un peu cryptique, tu sais, ils disent: «Ah, c'est les FOCG, c'est trop bien et tout». Bah, c'est les Fully On-Chain Games, c'est les mondes autonomes, c'est des mondes numériques, tu vois? Où tu as, et ben, du coup, enfin, c'est des smart contracts qui décrivent un univers avec ses propres lois de la physique, avec ses propres personnages, avec ses propres règles qui le régissent, qui en font une entité autonome et avec lesquels les gens interagissent et où tu as juste t'as des choses qui se passent, tu as des règles tu des règles de base et tu as cette propriété intéressante, heu, qui est l'émergence. Je sais pas si tu es familier avec le concept de l'émergence? Non. Excuse-moi, je parle un peu dans Non, tous mais les c'est trop sens, mais intéressant. Vas-y, creusons. alors, je dis aux gens qui regardent la vidéo, moi, je vous suggère de regarder une vidéo d'une chaîne que j'aime beaucoup qui s'appelle Kurzgesagt sur le sujet de l'émergence. En fait, l'émergence, c'est le concept où quand tu prends que la somme de plusieurs petites entités est plus que la somme des entités individuelles, tu vois? Intelligence collective en gros. C'est pas que l'intelligence collective, parce qu'en fait, l'émergence, tu le retrouves partout, tu vois? OK. Genre, une fourmilière a un comportement très différent que juste une somme de fourmis, Oui, d'accord, par ouais, OK, exemple, je tu vois vois? très bien. Et du coup, quand tu L'intelligence as des un monde foules. et du coup, quand tu as un monde autonome où tu as des règles de base assez simples et que tu mets des gens qui interagissent avec et des robots qui interagissent avec, beh, il y a quelque chose qui se passe et c'est très difficile à prédire. Et là, aujourd'hui, tu as des gens qui créent des mondes autonomes sur lesquels,
Tu vois, il y en a un, bah, sur Starknet du coup, parce que moi je suis proche de Starknet, qui s'appelle Influence et où en fait, juste tu as un monde avec une planète, des astéroïdes qui tournent autour, des ressources, qui sont minées dessus et toutes ces règles-là sont on-chain. Toute l'orbitale des astéroïdes autour de la planète est on-chain. Toutes les règles sont on-chain et tu as des groupes d'humains qui s'organisent pour créer des corporations, faire des raids qui prennent plusieurs jours pour envoyer des vaisseaux spatiaux sur des astéroïdes, revenir avec des ressources et les revendre sur le marché. Et tu et tu peux prendre du popcorn et juste regarder le drama de ces gens qui colonisent une autre planète qui existe, mais qui existe sur internet, qui existe dans la blockchain, mais qui a tu vois, qui a cette existence-là et c'est je sais pas, c'est fascinant à voir, tu Ouais, vois? ouais, je vois très bien. Sur ce genre de choses-là, effectivement, moi j'adore, c'est une chaîne YouTube. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais sur le comportement des foules, et c'est d'ailleurs quelque chose qui est une phrase que j'aime beaucoup, qui est en fait: «Un individu de somme nulle peut chanter faux, mais si tu le mets avec plein de gens et que ça devient une foule, ils chantent juste», et c'est pour ça que dans les concerts, tu que des mecs qui chantent juste, et c'est un peu ce que tu dis là. Ouais. Et si les gens, ils aiment bien effectivement le comportement des fourmis et tout, une chaîne YouTube française s'appelle Fouloscopie, je sais pas si tu connais? Non. Où, il analyse justement le comportement des foules et comment, une foule réagit pas du tout de la même manière qu'un individu simple. Qu'une somme d'individus n'est pas forcément une foule, enfin tous ces trucs-là, et c'est assez passionnant. Donc Fouloscopie sur français si vous êtes plus francophone. Mais j'adore. OK, donc c'est là où tu passes en ce moment beaucoup de C'est le temps, mais sujet où quand perso, quand quoi. quand je le regarde, je trouve il y a j'en parlais tout à l'heure au cubeur, mais je trouve qu'il y a un côté, j'ai une marotte en ce moment qui me fait marrer, c'est que on parle beaucoup d'intelligence artificielle, tu sais, Ouais. on parle beaucoup de, des super intelligences qui vont dépasser les humains. Mais en fait, quand ils pensent et on en parle presque comme si c'était, la vie synthétique, en fait. Mais en fait, quand ils pensent, c'est l'intelligence est différent de la vie et ce qui définit la vie, c'est pas tant l'intelligence, c'est l'autonomie, c'est la capacité à avancer, à se reproduire et tout. Et hem et en fait, les premières formes de vie sur terre étaient pas intelligentes. Elles étaient très basiques, tu vois? Et juste l'intelligence est arrivée petit à petit et du coup, peut-être que les premières formes de vie synthétique, elles seront pas intelligentes et que ce qui les définira, c'est pas tant leur puissance de raisonnement, mais plus leur capacité à avancer et à se maintenir. Et si tu prends cette définition-là, bah, peut-être qu'en fait, Bitcoin, c'est la première forme de vie synthétique réellement autonome. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut arrêter Bitcoin, personne ne peut pusher le switch. Et Bitcoin, c'est une forme de vie super simple. Son but, c'est juste d'avancer un bloc après l'autre, après l'autre, après l'autre, et qui se nourrit d'électricité et qui pourra trouver sa nourriture, peu importe, tant qu'Internet est là. Et en fait, quand tu pousses cette analogie un peu plus loin, bah, Ethereum, c'est l'itération d'après. Tu plus d'innovation à l'intérieur, tu as plus de variété, tu as plein de créatures différentes. Tu vois, un protocole comme Aave, par exemple, il est vivant dans un certain sens. Tu vois, il se maintient, il a des interactions et il n'y a personne qui peut l'arrêter. Pareil pour Uniswap. Et Mmh. en fait, ces mondes autonomes-là, c'est l'itération d'après. C'est des créatures synthétiques qui sont dépendantes d'aucun humain et qui se maintiennent. Et je trouve ça fascinant de le considérer sous cet Ouais, angle-là aussi. totalement. Et effectivement, quand c'est toujours la même chose sur l'écosystème Web3, quand tu as tellement de portes d'entrée différentes pour kiffer cet Ouais. écosystème, celle-ci en est une. Est-ce que tu fais partie du coup des gens qui, j'ai l'impression, plus les gens sont OG dans l'écosystème, plus ils ont eu la chance de travailler dans tellement de monde, plus en fait, ça renforce leur conviction dans Bitcoin, même si au final, ils ont une conviction réelle parce que c'est la porte d'entrée de beaucoup. Mais tiens, tu vas regarder ailleurs. Ça ne veut pas dire que tu mets le reste à la poubelle, tu mets évidemment pas Starknet à la poubelle et tout, mais est-ce que ça, plus tu avances, plus ça renforce aussi tes convictions dans Bitcoin? Ouais, moi j'ai toujours beaucoup aimé Bitcoin Ouais. et je trouve que, je sais pas si le temps fait que je suis plus convaincu de Bitcoin. Hem, Toi, il y en a, le plus temps ils fait passent de que temps dans l'écosystème, plus ils deviennent Bitcoin maximalistes en fait. ouais, Alors tu non, peut-être mais pas dans alors cet par contre, extrême-là, non, mais en fait, moi j'ai jamais été trop, j'ai jamais regardé 50 projets à la fois en fait parce que et c'est un truc très bête de de ma part, mais c'est qu'en fait, genre, quand tu as, 50 options, je préfère me dire: «Genre non, en fait, je vais regarder ces 2 trucs-là et ouais, me concentrer sur 2 trucs-là». Donc clairement. en fait, pendant très longtemps, j'ai été juste sur Bitcoin, puis juste sur Bitcoin et Ethereum. Après avec les zero knowledge proof et les preuves de validité, là, je me suis dit: «Ah non, là, il y a un truc» et j'ai commencé à regarder, un peu autre chose. Mais oui, non, Bitcoin, c'est un projet mortel. Mais Ethereum aussi, hein, c'est 2 projets qui sont très différents. C'est 2 projets qui a qui sont très différents, mais qui ont chacun leurs forces et qui sont fascinants, chacun à leur égard. D'ailleurs, enfin, c'est une direction de recherche intéressante, mais il y a des choses intéressantes qui se passent sur Bitcoin en ce moment, qui font que peut-être, on peut envisager aujourd'hui de se dire qu'un jour, il y aura Starknet qui sera connecté à Bitcoin et à Ouais. Ethereum en même temps. On n'y est pas encore, pour l'instant c'est de la recherche, donc moi je veux pas avoir le cœur brisé. Tant que c'est pas là, je n'y crois pas. Mais en tous les cas, tu vas considérer la possibilité, se dire: «Oh, attends, tu peux avoir des layer 2 qui sont sur plusieurs L1?
c'est passionnant, c'est Oui. hyper intéressant, tu vois? Et du coup, je trouve, ça, c'est aussi un autre truc qui est super intéressant, je trouve, en ce moment. Et Abdel, qui travaille dans ton écosystème, justement, était à Surfing Bitcoin il y a quelques semaines et vous étiez avec la fondation partenaire de Surfing Bitcoin. Et c'est vrai que les gens se disaient: «Mais quel est le rapport avec» Et ben, il est là le rapport. Effectivement, il y avait une conférence très intéressante. Je vous mettrai le lien en description si la vidéo avec Abdel est déjà sortie. Tu parlais de projets intéressants et de thématiques intéressantes. Sur Cube3, justement, on va accompagner ensemble certains des projets, dont deux sur deux univers différents que j'aimerais bien prendre en exemple. Un, plutôt sur l'infrastructure, avec, Nefele, Flashback et Brieux, son fondateur. Et puis l'autre, plutôt sur l'apprentissage, avec, Knowledgeable et Léo, son fondateur. Ces 2 projets-là, qui n'ont rien à voir, qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette sélection pour que tu choisisses ces 2 projets-là? Pas forcément sur ces projets-là en question, parce qu'on va les accompagner 9 mois ensemble, donc ils vont beaucoup évoluer, mais tu t'es dit: «OK, ces thématiques, en revanche, elles sont intéressantes et les fondateurs sont smart». Ouais. Alors, je vais le préciser, aussi, mais c'est pas moi qui les ai, choisis, personnellement, c'est une décision Bien collective. sûr. On a un ensemble de programmes de grant et c'est, enfin bref, je vais pas rentrer dans le détail. Je Mais vais tu as juste raison de le préciser que préciser. c'est pas je suis pas un magicien qui choisit les gens parce que c'est pas l'esprit non plus de la Non, blockchain non, tout non à plus, fait. tu vois? Et qu'on essaie de prendre des décisions un peu, enfin, à plusieurs et puis ne serait-ce que parce qu'on réfléchit mieux à plusieurs. Tout à fait. Et du coup, ce qui nous a plu dans ces 2 projets, ben, le projet de Brieux avec Flashback, ce qui nous a plu, c'est le côté, ben, d'infrastructure décentralisée, en fait. Le fait, de se dire que c'est un secteur intéressant qui est un peu plus éloigné des smart contracts que tu peux avoir applicatifs on-chain aujourd'hui et qui résout un problème, réel, hein, le fait d'avoir accès, ra de façon rapide pour, stocker, de la donnée, de façon décentralisée, tu vois? Essayer d'avoir des projets qui veulent avoir un impact sur la façon dont les réseaux dans le monde réel sont structurés. On trouve que c'est un truc qui est super intéressant et les gens qui ont l'ambition de faire ça, c'est toujours fascinant. Surtout, les gens qui, savent, t'expliquer genre: «Ah non, mais c'est parce qu'en fait, là, tu vois, ce truc-là, ce paramètre-là, Ouais. il est pas optimal, mais si tu le mets comme ça, peut-être tu peux arriver». Je trouve que j'ai juste je suis curieux de voir où l'histoire va aller, en fait, tu vois? Ouais, Ça, c'est clairement. Et c'est super vrai que cool. Brio, il est très pointu sur ça. Et le fondateur de Flashback, et il est assez passionnant à écouter parce qu'il a cette formation scientifique-là. Donc ça, c'est sur le domaine du stockage décentralisé et des infrastructures. Et puis, on l'a compris, je pense, de toute façon, pour ceux qui écoutent ce podcast, tu es fasciné par l'apprentissage et la transmission de savoir, j'ai l'impression. Donc, du coup, le deuxième projet était assez logique pour vous. Hem Ouais, oui, alors effectivement, il y a un côté de la transmission, moi, c'est un truc qui me parle beaucoup et effectivement, j'ai forcément un atome crochu avec ces trucs-là, parce que, tu vois, le fait de faciliter l'échange de savoir, je trouve que c'est une des belles propriétés de notre siècle. Tu vois, le fait de pouvoir, échanger, de la connaissance, La transférer et tout. facilement, Ouais, la transférer et de la valoriser, je trouve que c'est super cool. Mais l'autre truc qui nous a plu, dans le profil de Léo, c'est qu'il s'en branle du Web3. ouais, Et j'adore. enfin, c'est pas excusez-moi, je suis grossier, mais C'est pas un argument de vente en tant que tel, ouais, c'est effectivement. ça, en fait, tu vois? Lui, ce qu'il veut, c'est résoudre un sujet et son sujet, c'est la transmission de savoir et il se trouve que le Web3 peut lui faciliter son truc là, tu Ouais. vois? Et moi, je trouve que, on là, on est dans un cycle, enfin, on est dans un cycle dans le Web3, dans la blockchain où tu as c'est pas qu'il y a plus grand chose qui se passe, mais en fait, on essaie en permanence de faire des nouveaux produits pour le même groupe de personnes qui sont des Web3 natifs, qui sont là. Il faut absolument les rendre contents et faire des trucs pour eux. Et en fait, c'est une sous-partie toute petite de la population. Et je trouve ça intéressant d'avoir des gens qui viennent de l'extérieur avec d'autres problématiques, qui connaissent des besoins différents et qui vont dire: «Non, mais en fait, moi, les gens Web3, c'est pas forcément ceux que je cherche. Par contre, ceux-là, là, ils peuvent bénéficier de cette technologie-là». Et je trouve que donner des outils à des gens qui sont pas Web3 natifs pour se dire genre: «Bah, vas-y, essaie de t'en servir, essaie de faire un truc intéressant avec, essaie de créer de la valeur avec cette techno-là», c'est là où on a potentiellement, on va pouvoir trouver des trucs super intéressants. Et c'est ce que j'ai adoré effectivement avec Cube3, et c'est là-dessus qu'on s'est aussi concentré, c'est-à-dire que c'est des gens qui utilisent le Web3 sans en faire l'apologie. C'est un bel argument pour ceux qui apprécient, mais c'est pas le seul. Tout comme effectivement, c'est la fameuse analogie, quand on utilise Internet, on parle pas de TCP/IP, et ça marche quand même. Et c'est juste la meilleure manière de faire regarder une vidéo, c'est sur YouTube avec des protocoles C'est informatiques, ça. mais on s'en fiche de savoir que c'est ça. Si on fait un peu de prospection, que tu frottes un peu ta boule de cristal, et que du coup avec les 10 années
que tu as derrière toi. J'en ai 6-7. C'est pas pour parce qu'il y en a qui diront: «Ah, tu répètes», parce que je pense pas qu'il soit très vieux, Henri, donc c'est vraiment pas un truc à base de tu vieux, mais par contre, tu as encore une fois trop de la chance. Tu connais bien aussi Mark Zeller. J'adore faire cet exercice avec Marc. On est en 2030. Comment le Web3 a réussi à s'imposer dans nos mondes? Est-ce qu'il est partout dans nos poches et on ne le voit pas comme le protocole TCP/IP? Est-ce qu'il a pris une forme, nouvelle qu'on n'a pas encore en tête? Est-ce que, tout est tokenisé sur la blockchain? Comment tu vois les choses? Alors effectivement, tu sans doute feras ce petit rappel en disant qu'on n'en sait rien, c'est ça qui est beau et tu as raison de le faire, donc je le fais pour toi. Et une fois qu'on a dit ça, Ouais, je te dirais que internet continue à changer aujourd'hui. La structure d'internet et les services qu'il y a sur internet ont continué à changer. Internet, c'est là depuis 30 ans, donc je pense que c'est pas dans 6 ans qu'on sera arrivé au bout. à la maturité, ouais. Je pense que, dans 6 ans, on sera sorti de l'optimum local où on est aujourd'hui, c'est-à-dire on tape les 10 millions de mêmes utilisateurs. On va avoir des gens qui vont avoir réussi à construire des expériences qui, dépassent le cercle des gens qui connaissent le Web3 aujourd'hui, donc ce sera plus facile, ça ressemblera beaucoup plus à du Web2 qu'aujourd'hui. OK. Je pense qu'il y aura aussi toute une série de réflexions sur ce que ça veut dire de posséder des actifs, numériques, et qu'il y aura toute une réflexion sur, comment, tu peux pas demander aux gens de juste posséder leurs actifs en propre, et puis, s'ils les perdent, tant pis pour eux. Il y aura toute une réflexion sur comment on laisse cette propriété-là aux gens tout en ayant des backups, s'il faut. Tu vois, la frontière de ce que ça veut dire de posséder ces actifs va à mon avis, augmenter. OK. Et je pense que, on va être à mon avis encore beaucoup dans une phase où ça va être vraiment sur de la finance pure, OK. c'est-à-dire des plateformes de financement, du prêt, de l'emprunt, et de la tokenisation d'actifs, du monde réel. OK, ce sera trop intéressant à observer et effectivement, on ressortira dans 6 ans cet extrait et on verra à quel point, Henri a eu raison ou non. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Est-ce que tu peux juste nous redonner le nom du monde alternatif dont tu parlais, que je vais mettre Ouais, en tout à fait. description Alors, sur Starknet? il y en a là, il y en a un qui est live aujourd'hui sur Starknet qui s'appelle Influence, et la OK, planète s'appelle Adalia, donc allez jeter un œil. carrément, je Mais mettrai d'ici à ce que le podcast soit sorti, on aura probablement 2 ou 3 autres qui sont sortis, et allez jeter un œil, explorer, c'est cool. ouais, je le mettrai en description. Effectivement, c'est un monde qui sera passionnant à regarder et à suivre et en ce qui concerne les projets, qu'on accompagne, avec, la fondation Starknet, vous les suivrez tout au long de ces 9 mois à travers, ces différentes caméras et la série Build in Public. Merci Henri. Merci Valentin.